Les jambes des femmes sont des compas qui arpentent le globe en tous sens, lui donnant son harmonie et son équilibre. Cette phrase malicieuse, extraite du film L'homme qui aimait les femmes, j'en partageais les grands principes. Cette pensée de Truffaut, à la fois limpide et emplie de mystère, dénuée de vulgarité gratuite, m'avait donné envie d'en savoir plus sur la façon dont nos contemporaines se mettent en valeur. Des jambes gainées de soie, une bretelle de soutien-gorge furtivement dévoilée par le hasard d'un mouvement, un déshabillé porté en robe d'été soulevé par le vent. Était-ce la femme ou le morceau d'étoffe livré à notre regard qui suscitait l'imaginaire? Ces instants de complicité fugitif convoquaient, il est vrai, le questionnement. Pénétrant pour la première fois dans un salon de lingerie, je décidai d'explorer la sphère du privé où le jeu de la séduction n'est plus tout à fait le même, se fait plus subtil. Les mannequins de bakélite croisés au détour des allées semblaient placer l'objet avec ses secrets, son histoire, son pouvoir évocateur au centre des préoccupations. Pourtant, un peu plus loin, un autre bouillonnement m'attendait. Décidément, le sous-vêtement n'est pas un vêtement ordinaire, et cette escapade dans cet environnement très professionnel commençait à me plaire. Il fallait que je sache ce qui se cachait derrière ces accessoires du quotidien, ces objets de fantasme. Les femmes ont toujours eu besoin de séduire et les hommes d'être séduits. Le matin, le soutien-gorge et un slip, ça va déterminer un petit peu la journée. Aujourd'hui, je pense que ça devient un accessoire de mode, comme un sac à main, comme une belle paire de chaussures. Ce qui est intéressant dans l'histoire du textile, c'est que les éléments où les innovations apparaissent en fonction des modes. Le vêtement lingerie devient aussi un vêtement de prêt-à-porter. C'est un patrimoine français pour moi. C'est vraiment un patrimoine français qu'on doit garder. Ce qu'on regarde en tant que professionnel, c'est le tissu qui est porté sur la petite culotte. Je dirais qu'on ne regarde pas les fesses du mannequin, mais on regarde ce qu'elle a sur ses fesses. On a fait des soutiens-gorge en aluminium, on a fait en cuir d'icral arabe, on a fait en mousseline de lait. Aujourd'hui, on en fait en coton biologique. Nous sommes la plupart du temps quand même des vendeurs de rêves. Pour percer le secret de la lingerie, il me fallut remonter à sa genèse, retracer son histoire. Le hasard, mais est-ce vraiment le hasard, me porta au musée du tissu de Lyon. J'allais y apprendre que la lingerie avait depuis bien longtemps changé de nature. Bien sûr, il y a eu des sous-vêtements dans l'histoire de l'homme et de la femme, sans doute depuis des temps extrêmement anciens. Ce qu'on appelait du linge de corps. Alors, au tout début du XXe siècle, le corps de la femme est encore extrêmement sculpté. C'est-à-dire que on passe d'une corsetterie 1900 qui donne ce que l'on appelle le profil en S de la silhouette féminine, une taille extrêmement marquée, un buste projeté en avant et une corsetterie qui vient pratiquement jusqu'au cou, qui sculpte véritablement le corps de la femme. Jusqu'au cou. Heureusement après, nous sommes passés à des choses plus légères. Martine m'apprit que le corps de la femme se libéra dans les années folles pour s'envelopper dans des voiles plus suggestifs. C'est seulement dans les années 30 que l'on verra enfin apparaître le soutien-gorge, une bénédiction pour le confort des femmes. Puis, en 1950, un homme, Christian Dior, créa la guêpière. Christian Dior a un vrai succès pendant 10 ans, ce qui fait que
toutes les femmes vont s'habiller de cette manière-là. Ce qui ne veut pas dire que, évidemment, toutes les femmes vont s'habiller en Dior. C'est évident, il y a une notion de luxe et de coût qui est très très forte, bien sûr. Mais le succès de Dior est tel qu'il a un vrai impact sur la confection, y compris la confection des grands magasins. Et donc, c'est à cette époque-là que la lingerie féminine va vraiment se développer de manière industrielle pour rentrer donc dans la satisfaction de toutes les femmes. Alors que la révolte qui grondait me poussait dans la rue et qu'un vent de liberté soufflait sur les poitrines, les dessous aussi connaissaient leur révolution. 68, c'est sociologiquement dans l'histoire de la mode, c'est deux choses. C'est la mode qui descend dans la rue et la mode de la jeunesse. Les jeunes filles, surtout, peut-être pas les femmes, mais les jeunes filles quittent leur soutien-gorge. On a des tas d'images de soutien-gorge qui sont jetés aux orties, qui sont brûlés, etc. Et la femme se libère par ses sous-vêtements. Il faudra attendre toute une série de créateurs des années 80, au début des années 80, pour lancer une autre idée de la lingerie, c'est-à-dire une lingerie soignée dans des matériaux délicats, avec une vraie recherche créative, donc à partir de 1980, et où la lingerie deviendra un élément de mode et rentrera dans le vestiaire féminin mode, véritablement, donc comme les autres vêtements, bien sûr. Cacher ce sein que je ne saurais voir. Le décolleté surnommé le sourire du corsage au Moyen-Âge avait fini par choquer les moralistes qui le rendaient responsable de toutes les maladies de poitrine. La réplique un brin hypocrite du Tartuffe de Molière, en traversant les siècles, renforça la poitrine dans son statut de symbole absolu de féminité et, quelque part, installa le soutien-gorge comme pièce maîtresse de la séduction. Dans ce lieu magique où les femmes s'amusaient à les montrer, laissant imaginer autant que voir, jouant avec les formes, les couleurs et surtout, pensais-je, avec les nerfs des hommes. Je me sentais manipulé, vulnérable. En cherchant à percer le secret de cette pièce de tissu, j'allais découvrir que d'autres femmes lui portent une attention dépassant largement les concupiscences masculines. Ainsi, l'élaboration d'un soutien-gorge était-elle une tâche complexe. Pas moins de 15 fournisseurs différents participent à sa naissance et avant d'aboutir au premier prototype, plusieurs mains expertes allaient le bichonner. Enfin, le soutien-gorge est aussi un puzzle constitué de dizaines de pièces à assembler avec précision. Mon immersion chez ce corsetier débuta par une rencontre avec une créatrice. Si on appelle pièce chaque ingrédient qui rentre dans un soutien-gorge, effectivement, ça peut aller au moins jusqu'à 96 pièces, puisque ça fait 2 bretelles, un nœud, mais après on a 2 bonnets, la partie doublure. Ici, on a toujours un renfort derrière, on a le centre, le côté, le dos. Après, dans la partie dos, on a les réglettes, on a la bretelle dos, l'agrafage. Après, ici, pour la structure, on a le cercle, le cache-armature. On peut avoir une baleine sur le côté avec le cache-baleine, le bord-gomme d'en haut, le bord-gomme d'en bas, le petit renfort au décolleté. Donc, ça peut aller, effectivement, il y a beaucoup de pièces sur un soutien-gorge. C'est ce qui en fait la complexité, en fait. Laurence, tes bonnets, styliste corsetterie, c'est un métier qu'on apprend dans les entreprises parce qu'il n'y a pas d'école, je vais dire, de modéliste lingerie. Or, pour être une bonne styliste en lingerie corsetterie, il faut avoir des notions de patronage, de montage, parce que c'est très rigoureux au niveau du volume à habiller, du maintien, etc. Une fois les croquis élaborés, Céline les remet à la modéliste qui tracera les patrons sur informatique.
Ceux-ci sont ensuite donnés aux couturières pour la découpe. Je commençais à mesurer la difficulté de la tâche, à commencer par l'inspiration de nouveaux modèles, quand tout semble déjà avoir été inventé. Aujourd'hui, les femmes, elles aiment associer leur lingerie à leurs vêtements. Donc du coup, je m'inspire beaucoup des tendances de haute couture, de prêt-à-porter, pour vraiment qu'au moment où les modèles sont en magasin, on croise vraiment l'envie de la femme à ce moment-là, prêt-à-porter, avec son envie de lingerie. Donc là, dans cette idée-là, c'est un panneau de tendance qui vient, je vais dire, un petit peu dans la continuité de toute l'envie du XVIIIe siècle qui était présente ces derniers temps. 18e siècle, Marie-Antoinette, donc le film de Sofia Coppola aussi qui a eu un impact fort avec tout son côté très coloré, très sucré, très macaron et très fleuri. Donc je m'en suis inspirée pour créer une nouvelle ligne pour l'été 2008. Une fois que j'ai l'idée globale de l'esprit de la ligne, je commence par travailler sur le soutien-gorge parce que c'est là où il y a le plus de technicité. Donc comment je fais la mise en forme des prototypes? Je prends un buste pour avoir le volume, parce qu'on travaille sur des petites pièces. Je vais lui mettre un petit peu de broderie sur la basque pour enrichir la partie basse du soutien-gorge. Et ensuite, il va falloir que je lui cherche les ingrédients. Donc là, après, je vais regarder des collections de faiseurs de bretelles, de fournisseurs de nœuds, de rubans, pour arriver à composer une histoire où chaque ingrédient, en fait, va raconter l'histoire de Marie-Antoinette. Alors que je me remémorais avec délectation certaines histoires passées, celle de notre soutien-gorge était encore en train de s'écrire. Par-delà la technicité et le tour de main de ces couturières, les mécaniciennes comme ils les appellent, c'est le soin apporté par chacune d'elles qui me fascinait, pour qu'au bout du compte naisse le fameux prototype. L'heure des premiers essayages était venue. Sans doute pour ajouter au trouble ambiant, Céline me conta une dernière anecdote. L'anecdote, effectivement, dans l'entreprise, c'est que toutes les femmes de l'entreprise portent toutes des essais en cours de modèles, de façon à vérifier que tout le soutien-gorge soit parfait. Je décidai de rester sur cette bonne impression. Au détour d'une phrase de Céline, j'avais noté un mot, le confort. Une notion qui, je l'avoue, ne m'avait pas effleuré l'esprit lors de ma visite au salon, mais très importante pour qui se flatte de fabriquer de la lingerie de qualité. En découvrant les machines high-tech faire subir les derniers outrages aux pièces précieuses, je fus pris d'une gêne diffuse. S'agissait-il par ces tests de résistance, d'élasticité, de tenue dans le temps, de simuler la foue ou la maladresse? Pour Karine, tout cela procédait d'un déroulement normal, professionnel, naturel. Ce laboratoire permet de tester en fait toutes les matières et fournitures qui arrivent chez nous. Chaque fourniture constituant un soutien-gorge va être testée. Les modélistes, les stylistes ont un besoin de bien aller qu'on doit, au service R&D, retraduire techniquement et scientifiquement. D'où l'intérêt justement d'avoir ce type de machine, un dynamomètre, qui permet à la fois de mesurer la force à l'allongement, une nervosité en fait. Donc on arrive grâce au travail en fait du service R&D, des modélistes et du style à retraduire un besoin du client, de la cliente, pour avoir justement un bien-aller qui corresponde aux critères. Ainsi, me dis-je, la femme pourra se sentir bien, belle, attirante. À force de rôder dans l'entreprise, j'avais fini par faire un peu partie du décor. C'est ainsi que j'eus l'occasion d'assister à l'une de ces réunions où, à bâton rompu, créateurs et techniciens confrontent leurs points de vue. Parce qu'on avait un souci avec le Burgum justement où on devait redévelopper suite à ta demande Laurence par rapport aux allongements et aussi à l'épaisseur du Burgum qui n'allait pas. Parmi les participants, Colette, une grande figure de la lingerie lyonnaise. De très plat, de très fin. Voilà, très souple sur les côtés. Je la retrouvais dans le showroom parisien de la marque où elle assurait la validation de la nouvelle ligne avec une minutie qui laisse rêveur. Peut-être pourrait-elle me parler de ce que les femmes porteraient demain? Actuellement, environ, nous avons 18 mois
de développement pour un modèle tel que celui-là, entre le début de la ligne et la mise sur le marché. La lingerie actuellement suit à la fois les tendances de mode du prêt-à-porter, c'est-à-dire que sur l'hiver, on va retrouver des tendances plus sobres et plus raffinées qui reviennent, mais elles vont également s'occuper de la façon dont les femmes ont envie de vivre, tout simplement. Elles veulent être plus à l'aise, elles veulent être plus naturelles et à la fois avoir une pointe de sophistication uniquement pour elles. Chacune de mes démarches pour comprendre la lingerie me ramenait à Lyon. Pourquoi la capitale des Gaules? Pour en trouver l'origine, il faut remonter jusqu'au XVe siècle, quand Louis XI choisit d'y installer la première manufacture de soierie. Il décida ainsi du destin de la région pour plusieurs siècles. Depuis, tous les savoir-faire du textile haut de gamme s'y sont regroupés, du plus traditionnel au plus technologique. Daniel lui aussi aime les femmes, au point de leur consacrer sa vie. À son tableau de chasse, le premier soutien-gorge en aluminium. Dans les années 80, il popularisa le cuir et le lycra, jusqu'alors obligé de se cacher dans les boutiques spécialisées. Je suis tombé dans la petite culotte lorsque j'étais jeune, m'avait-il dit au téléphone, avant de me donner rendez-vous dans ses bureaux de Villeurbanne. Bien. Ça, c'est le tissu qu'on avait utilisé par apparat. De toute manière, donc, on a eu un stock un petit peu important et que j'aurais voulu qu'on retravaille. Alors, donc, on fera de toute manière donc, ce soutien-gorge qu'on livrera pour la fête des mères. On va le confectionner dans une boîte fleurs, puisque c'est pour la... Lyon, c'est certainement la capitale de la lingerie française. Pas oublier que, de toute façon, des maisons comme Lise Charmel, comme Scandale, comme Rien, comme même Chantal Thomas, qui est venue fabriquer à Lyon dans nos usines, Nina Ricci, Dior, il y a un savoir-faire. Il y a eu à Lyon toute une concentration des industries, du vêtement, de l'habillement, évidemment de la corsetterie. C'est la chance du bassin Rhône-Alpes d'avoir su à certains moments s'adapter au monde contemporain, à l'industrialisation, aux nouvelles technologies, prendre des créneaux novateurs. Et on sait que certaines entreprises ont su se glisser dans des créneaux nouveaux en fonction d'un savoir-faire historique et d'une tradition et d'une histoire locale. La richesse des chefs d'entreprise en Rhône-Alpes, c'est leur capacité à évoluer, à se remettre en cause. Tous les travaux que nous faisons en recherche, en termes de recherche, d'innovation, etc., c'est pour apporter du confort, c'est pour apporter une propriété particulière antimicrobienne, par exemple dans le cadre de la lingerie, plus confortable en termes de chaleur ou en termes de fraîcheur. Tout est à créer encore. Errant dans les allées du salon Première Vision, le plus grand du monde dédié au textile, je croisais des centaines de personnes froissant avec frénésie les étoffes exposées. Les combinaisons offertes par la variété des matières et des formes m'apparurent vertigineuses, infinies. Les dizaines de milliers d'emplois de la filière préservée en Rhône-Alpes me faisaient prendre conscience de l'importance des batailles qui se livraient sur les marchés, de la nécessité de se regrouper. Perdu au milieu de cette profusion, sonné par le vacarme enivrant du lieu, je cherchais un point d'ancrage. Au détour d'une allée, je trouvais l'Espace Textile, une association rhône-alpine qui fédère les industriels pour notamment les aider à mieux résister aux rouleaux compresseurs asiatiques. Heureusement, le Made in France reste un label qui fait vendre. Céline et Colette étaient là, humant les dernières tendances du marché, caressant elle aussi le tissu, à la recherche de l'étoffe qui allait donner à la future collection un toucher inimitable, luxueux. Pour ma part, je regarde avec les mains.
J'ai besoin de toucher pour comprendre le dessin, la matière, savoir s'il y a du relief, savoir si c'est doux, si c'est léger. Donc, tout ça, ça me donne des éléments et ça me permet d'être dans une ambiance pour commencer à travailler ma prochaine collection. Je les observais toutes les deux, découvrant les nouvelles collections d'une grande soirée familiale créée en 1929, implantée en Isère. Quand on les a vus, on s'est dit ça va lui plaire parce qu'ils sont tous jolis. Ah, ils sont tous jolis. C'est vrai qu'il est magnifique. Donc voilà, la brillance. Visuellement, c'est superbe, ça, on trouve bien l'idée du satin de soie. Par contre, à la main, ça fait un peu plus cassant, un peu plus craquant, et donc on a décidé de ne pas partir dessus. C'est notre rendez-vous, je dirais, semestriel, mondial au niveau de la profession. Nous rencontrons nos clients, c'est le but premier, bien entendu, d'un salon, mais nous rencontrons également nos confrères, nos fournisseurs. Autrefois, il suffisait finalement d'avoir de gros bras pour faire un tissu. Maintenant, il n'y a plus besoin de gros bras. Par contre, il faut avoir une tête très bien faite pour pouvoir interpréter toutes les demandes justement du créateur. La soie. Sa simple évocation me rappelait mon amour immodéré pour la beauté et la féminité. La caresse qu'elle évoque, le crissement sur la peau d'un bas que l'on retire. C'est au XIIIe siècle que débuta la fabrication de soie en France, 2 siècles avant que les tisserands ne s'installent à Lyon, carrefour des routes nord-sud. Aujourd'hui, si le nylon éclipse la soie en lingerie, le luxe continue de lui donner une large place. La fabrication de la soie reste un savoir-faire précieux, un secret bien gardé. Entrer dans ces ateliers qui produisent pour les plus grandes marques ne fut pas tâche aisée. C'est la fibre la plus belle et la plus noble du monde, qui en plus a une histoire, qui est une histoire de 5 millénaires, donc je trouve ça fantastique. Niveau coloration, on est parfaitement dans un milieu de mode, et là, on est très proche de la mode du prêt-à-porter. Le lycra, pour moi, c'était la grande innovation de ce demi-siècle pratiquement dans le textile. Alors, c'est à manier avec beaucoup de précaution parce que le lycra, on a tendance maintenant à en mettre un peu dans tous les tissus, ce qui n'est pas forcément une très bonne chose. Par contre, pour la lingerie et notamment pour le soutien-gorge, ça se comprend parfaitement. Au niveau du confort et du bien-aller, ça apportait quand même un plus extraordinaire. Je m'occupe d'une collection de tissus pour la lingerie, essentiellement haut de gamme, à base de soie. Ça fait 10 ans que je fais ce métier maintenant. C'est un métier où on se remet en question tous les jours. À chaque nouvelle collection, on doute, savoir si est-ce qu'on est dans les tendances, est-ce que ça va se vendre, est-ce que ça marche. Donc on doute à chaque fois. Il y a cette légèreté du support, cette fluidité, cette brillance qui fait qu'on crée un produit luxe. Et je dirais que c'est vraiment tout ce qu'on aime, quoi. Maya, il faut que tu me montres les rebraques. Alors attends. Comme ça. Ces rebraques seront présentées aux maisons de lingerie qui peut-être les choisiront pour couvrir un sein, une épaule, agrémentant d'une tactile douceur nuisette ou guêpière. La fierté, c'est de le voir porter, de se dire ça,
Évidemment, on est très égocentrique dans ces moments-là. On dit ça, c'est moi qui l'ai fait. En sachant que bien sûr, quand je crée quelque chose, je ne suis pas toute seule. Parce que derrière moi, il y a des dizaines de gens qui travaillent à la réalisation de ce tissu. Mais à savoir qu'on a eu l'idée de départ et qu'à la fin, elle est confectionnée dans un modèle de lingerie, ça, c'est une grande fierté. Même si mon regard restait émerveillé, je commençais à percevoir le rapport diffus qui reliait la beauté des étoffes à l'effet produit par telle ou telle parure. Terriblement troublé par cette révélation, je décidai d'en avoir le cœur net. La notion même de luxe, des mains exceptionnelles œuvrant à la naissance d'un tissu qui magnifierait le vêtement. J'allais retrouver tout cela autour du velours. Ce tissu, on l'aime, on le ressent. C'est-à-dire que moi, j'ai du plaisir à le toucher. Je trouve que la soie est un tissu très agréable et que le velours a, comment dire, un volume, voilà, un volume, une présence qui le change des autres. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le velours est une matière. C'est-à-dire quelque chose comme s'il y avait des arbres à velours ou des champs de velours comme le coton. En fait, le velours est une technique qui permet d'utiliser toutes les matières qui existent à la surface de la Terre. Le poil du velours, il se voit comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, on voit la section d'un fil, alors que la plupart du temps, ce que l'on voit, c'est la surface du fil. C'est, m'avait-on dit, à Vaux-en-Velin que sont fabriqués les plus beaux velours d'Europe. Une fois sur place, restait à comprendre pourquoi les plus grandes marques de luxe s'arrachaient ces productions. Annick, qui apporte au velours sa touche de couleur autant que sa passion, y était sans doute pour quelque chose. Parfois, au détour d'un corset ou d'une guêpière, le velours trouve sa place en apportant sa douceur et son volume. Je fais donc de la teinture, mais au lieu que ce soit en machine, c'est avec mes doigts, voilà, tout simplement. Ce qui permet de donner beaucoup plus de couleurs, de donner beaucoup plus d'ombre et de lumière, alors que maintenant, paradoxalement d'ailleurs, ça devient très cher de le faire à la machine, parce que plus il y a de couleurs, plus c'est cher. Et comme avant, on avait énormément de métrages, ça n'avait moins d'importance. Maintenant, les métrages se réduisent, les collections, on en veut toute l'année, etc. Donc, on a plus intérêt de faire des choses à la main et de faire plein de reflets, plein de lumière. C'est une main qui travaille, elle peut faire ce qu'elle veut. Le velours et la soie, pour moi, c'est pas pour défendre Lyon et les canuts, mais je pense que c'est quelque chose qui est tellement beau et tellement... C'est le tissu haut de gamme, c'est le tissu qui a du brillant, c'est le tissu qui parle. Ce produit est cher, mais il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de manipulations, beaucoup de gens qui mettent leur tripes, quoi, je veux dire. There's a lover in my life. He sends me gifts and flowers. He changes 1,000 clocks. Je pense que quand on fait ce genre de métier qui date, il faut l'aimer. À partir du moment où on l'aime, on le fait bien. He's crazy about our love. Le désir de plaire ou de se plaire est souvent lié à l'envie de posséder ces sous-vêtements d'exception. J'en veux pour preuve le souvenir de cette discussion malicieuse alors que j'avais accueilli 3 amies avec des cadeaux auxquels elles ne s'attendaient pas. J'étais impatient de les écouter, m'ouvrir leur boîte à malice, connaître leurs trucs pour être irrésistible. Mais c'est d'abord sur la beauté des articles, sur les détails des finitions qu'elle s'était exprimée, me relançant sans le savoir sur une nouvelle piste.
Je trouve ça tellement joli quand on a un petit morceau de broderie ou quoi que ce soit qui s'échappe d'un chemisier par hasard. Et puis en plus la broderie épouse, maintenant qu'il y a du lycra dans les broderies, ça épouse bien les formes et c'est vraiment ce qu'il y a pour moi de plus joli dans la lingerie. On voit que ça a beaucoup changé et que du coup les motifs déjà sont beaucoup plus modernes. On ose beaucoup plus. La lingerie avec de la broderie redevient quelque chose de vraiment très féminin et très joli. La broderie est l'une des matières les plus nobles et fondamentales de la lingerie. À l'origine, elle était faite à la main. La broderie gagna ses lettres de noblesse en Angleterre grâce notamment à l'invention des aiguilles en acier sous le règne d'Élisabeth Ier. Aujourd'hui, place à la mécanisation industrielle du métier à broder, comme ici, à Pontcharrat-sur-Turdine, à proximité de Villefranche-sur-Saône. L'homme, pourtant, a réussi à conserver toute sa place. Tu veux qu'on regarde peut-être Sur les portants? Oui, sur les portants. C'était ça. Non. Ouais. La broderie, moi au départ, j'en avais entendu parler. Ça faisait trousseau, broderie sur les draps. Je pensais broderie main, je pensais pas du tout à la technique. Et j'étais dans le tissage avant. Et quand je suis arrivée là, j'ai vraiment découvert qu'on pouvait travailler en volume, en 3 dimensions. Et c'est ça qui m'a intéressée vraiment. Tout le travail de recherche, sur tous ces thèmes, ces nouvelles tendances, c'est une continuité de tout ce qui nous fait envie. En fait, on fonctionne par manque. On a toujours envie d'une nouvelle couleur parce qu'on en a manqué pendant plusieurs saisons. L'audace, en tout cas, ne semblait manquer ni à mes interlocuteurs, ni à ces tenues aux couleurs affriolantes. Depuis quelques années, les dessous innovent, passant au rose, à l'orange ou à l'argent. Le constat de mes 3 muses sur la question du goût des hommes avait toutefois été sans appel. Nous aimions le noir, très classique, et le blanc, finalement très pervers. Le tout agrémenté ici ou là de quelques transparences. Elle nous considère basiques dans nos goûts, contrairement à elle, beaucoup plus éclectiques, raffinés. En tout cas, à Érigny, dans les faubourgs de Lyon, s'il y en avait un que les goûts et les couleurs ne dérangeaient pas, c'était bien Jean-Paul. Avec plus de 20 000 coloris au catalogue et 10 nouvelles teintes inventées chaque jour, il avait de quoi faire face. Dans la moiteur tropicale des bains-maries, il m'expliqua son métier. Le métier d'ennoblisseur consiste à donner ces lettres de noblesse au tissu. On ennoblit le tissu, on est teinturier apprêteur, mais c'est tellement plus joli de dire ennoblisseur. On teint des tissus pour agrafage. Dans 50 mètres de tissu pour agrafage, vous faites une grande quantité de soutien-gorge. Un soutien-gorge est composé très souvent d'au moins 15 à 20 éléments différents, de textiles différents. Il faut que ces textiles ils aient tous la même couleur. Le tissu, c'est pas comme de l'acier. L'acier, une fois que c'est réglé et que c'est à millimètre près, il faut que ce soit à millimètre près. Et votre process, il est réglé, ça changera jamais. Nous, selon que le coton il est d'Égypte, selon qu'il a été cultivé, selon qu'il a plu, selon que la chaleur qui est faite dans l'année, selon que l'origine du mouton, on a des résultats qui sont constamment différents. Donc on est, nous, des improvisateurs permanents. Chez nous, c'est une affaire d'homme. On a essayé de garder un tempérament d'artisan. Chaque ouvrier est responsable de sa fabrication. Ce qui est important chez nous, c'est que l'individu compte. On a des gènes. Tous les gens qui sont dans le textile vous diront qu'ils ont des gènes et que c'est très difficile de faire autre chose. De cette plongée dans la chaleur de la couleur, j'émergeais comme un somnambule, enthousiaste
et épuisé à la fois. Le parcours initiatique, pourtant, ne s'arrêtait pas là, pour qui se posait la question de l'avenir du secteur, de sa relève. Bizarrement, c'est dans le Vieux-Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse, que se cachaient des indices. Nous sommes dans une traboule, une de ces ruelles typiques de la vieille ville. Jean-Paul, l'ennoblisseur, m'avait indiqué que je trouverais ici le village des créateurs. Alors, je suis le président fondateur du Village des Créateurs. Il faut savoir d'abord que c'était un lieu reconnu par l'UNESCO comme un patrimoine de Lyon. Et on a mis ici, de toute façon, plein de jeunes créateurs. Et les industriels de la ville sont là pour les accompagner et les aider. Chaque fois qu'il s'installe un jeune, il y a un parrain qui est un industriel qui va accompagner, parrainer ce jeune créateur jusqu'à son développement. Vous avez plein de talents et puis on les accompagne pendant 23 mois jusqu'à ce qu'ils aient le loisir de pouvoir se développer tout seuls. Tube à essai. Quel drôle de nom pour une boutique. Nous sommes au Village des Créateurs, dans la boutique qui s'appelle le Tube à essai. En fait, c'est la boutique des étudiants de l'Université de la Mode, c'est-à-dire qu'on est toutes étudiantes en Master 1 et c'est notre stage de l'année. On s'occupe de gérer la boutique entièrement. En fait, on a des goûts très éclectiques, donc on va avoir des trucs très féminins, très girly, avec des nœuds, du rose, des fleurs. Après, on a des trucs beaucoup plus disco avec des paillettes. Des trucs complètement fous et nos clientes, ça leur plaît quoi. Elles craquent avec nous sur les petites robes très fraîches, très colorées pour l'été. Franchissant le Rhône, je retrouvais Vanessa à l'Université de la Mode. C'est Nadine qui, la première, m'avait parlé de cette école pas comme les autres. L'Université de la Mode, c'est la filière mode de l'Université Lyon 2, où on forme à la fois des créatifs et des gens de gestion, de marketing, de communication pour ces secteurs-là. Alors l'université est importante dans la mesure où quand on a un potentiel économique encore important, il est normal qu'il y ait aussi une formation qui soit adaptée au milieu, à l'environnement économique. La centaine d'étudiants formés chaque année sont les futurs professionnels de la mode, m'avait fièrement annoncé l'un des professeurs. De la modéliste au coloriste, en passant par le directeur de création et le marketing, le panel des métiers étayait la définition moderne d'un savoir-faire intégrant tout un processus. Ce qui me plaît dans la lingerie, c'est essentiellement le travail à faire dans le détail, c'est-à-dire chaque détail compte, que ce soit au niveau du bonnet, au niveau de la fermeture, au niveau des bretelles, soit on rajoute, soit on enlève, mais c'est vraiment cet aspect-là de travailler tout dans la finesse et en même temps dans le détail. Dans le domaine de la sexualité, fashion victime, c'est quoi, ça fait partie des... Ça nous demande beaucoup de travail si on veut être performant. C'est-à-dire qu'il faut essayer de deviner ce qui va plaire, être très réactif. Si on voit qu'on a quelque chose en boutique qui ne marche pas, l'arrêter tout de suite pour pas que les clients aient une mauvaise image du magasin. La relève était bien là, pétillante, enthousiaste et déjà terriblement professionnelle. Mais ce secteur du textile et de l'habillement, durement secoué par la concurrence étrangère, pourrait-il encore leur permettre de réaliser leurs rêves ? L'optimisme semble de mise, mais les points de vue parfois divergent. Rhône-Alpes, c'est la première région de tissu technique en France. Grâce, je pense, à la fonctionnalité
des tissus, à la technicité des tissus, ça sera un marché qui sera à nouveau un marché qui attirera, qui aura déjà besoin de talent et qui sera capable de créer des emplois. Tous les espoirs sont permis. La main-d'œuvre, ben, on la prend là où elle est, au moment où elle est, et puis de toute façon on la forme. Par contre, la création, le marketing doit rester de toute façon une des formes. C'est de l'intelligence. On vendra de l'intelligence au lieu de vendre des minutes. Demain, si on enlève l'outil industriel, on sera incapable de faire de la créativité. Donc je pense qu'il faut absolument se battre pour préserver l'outil, au maximum l'outil, pour que on conserve cette créativité. Sinon, la créativité, elle va suivre l'outil. Et les hommes créatifs d'Europe, s'ils n'ont pas d'outils en Europe, ils iront le chercher ailleurs. Dis-moi ce que tu portes et je te dirai qui tu es. Ce titre accrocheur à la fois limpide et empli de mystère que ma rédactrice en chef avait tenu à choisir elle-même m'avait jeté sur la route des secrets de fabrication des produits haut de gamme de la région. La passion de mes interlocuteurs m'avait plus que jamais donné envie de connaître les intentions des femmes, les confessions livrées aux vendeuses, complices d'un instant pour choisir les écrins qui dissimuleraient leur corps. Elles savent qu'en entrant chez nous, elles vont avoir le vrai conseil et le temps d'essayer, le temps de pouvoir parler, de se confier un petit peu à nous, qu'on puisse bien cerner ses attentes. Quelle forme ? Plutôt, on va dire, un peu sexy. Souvent des femmes qui sont entrées en disant j'ai besoin de séduire ou j'ai besoin de garder quelqu'un ou il faut m'aider. Donc on essaye de les aider, des fois ça a marché. Je pense qu'une femme qui a des jolis dessous, des dessous qui lui font plaisir, quand elle s'habille le matin, c'est déjà un petit rayon de soleil, quoi. Même si c'est caché, c'est à mon avis la première chose que la femme montre au travers de son attitude. Pour ce qui est de leur motivation d'achat, enfin, je touchais au but. Il y a des tendances par rapport un petit peu à ce qu'on peut voir sur les écrans, dans les magazines, sur telle ou telle star un peu people qui va relancer un produit. Au niveau des modèles qui reviennent, beaucoup de porte-jartelles, la guêpière qui est revenue un petit peu aussi. Il y a beaucoup de lingerie qui sont pas forcément conçues pour, mais qui vont sortir dans la rue comme ça. Un petit top va être montré, une combinette va se porter en robe. On a vendu des chemises de nuit en robe du soir. À l'origine, c'est de la nuisette, mais on va trouver au printemps des femmes qui vont porter ça sur un petit pantacourt, sur un jean. Voilà les petits bustiers ou guêpières. Donc ça, c'est vraiment des articles qu'on ne va absolument pas cacher, qu'on va mettre en prêt-à-porter. Ça, c'est des petites choses que les messieurs vont acheter facilement, ça. Très sexy, très dentelle, très vaporeux. Apprendre ainsi que j'étais loin d'être le seul à choisir des parures et me faire conseiller en boutique me fit du bien. Mais l'époque nous réserve d'autres surprises. La lingerie ne serait plus une exclusivité féminine. Les hommes achètent aussi pour eux. Marco, jeune créateur de mode, l'a bien compris. Il a créé sa propre ligne de lingerie masculine. Il n'y avait pas, à niveau de lingerie, les mélanges des tissus, des formes, des couleurs. Comme créateur, j'essaie de sortir de l'ordinaire et donner ma propre touche personnelle sur les habits, soit lingerie, soit sur une pièce normale. Je pense que les garçons, ça commence à être exigeants comme une femme, et je trouve ça bien. Mon but, c'est, je ne cache pas, mon but, c'est arriver à 100% luxe. Marco, comme d'autres, souhaitait produire des créations de luxe. Une belle m'avait bien une fois ou deux offert de la lingerie pour hommes, mais pour ma part, je ne me sentais pas encore prêt à dépenser pour une lingerie luxueuse.
Peut-être une question de génération. Pierre, importateur lyonnais, allait lever le voile sur ce marché viril des hommes qui veulent plaire. Alors, la lingerie masculine, depuis quelques années, a pris des lettres de noblesse, c'est-à-dire on ne parlait que du féminin, il n'y avait que des lingeries féminines de présentes dans les villes. Au jour d'aujourd'hui, la lingerie masculine est présente dans les lingeries féminines d'une part et a ses lettres de noblesse à travers des boutiques qui sont spécifiquement masculines. La tendance, en fait, elle s'est développée notamment sur du petit boxer, de plus en plus court. Pour la simple bonne raison, c'est que le slip est toujours très présent, certes, mais le boxer permet d'avoir cette alliance visuelle, sportive, agréable à l'œil. On peut se dévêtir dans un vestiaire de sport, de salle de sport, sans rougir de son vieux slip kangourou, il n'y a pas de souci. Et puis, on a effectivement des effets de matière de seconde peau qui sont très agréables au porté, qui donnent toute la sensualité du produit masculin. Le marché de l'homme est environ 10% du marché féminin, donc ce qui est un peu, mais tout s'explique par la consommation dans les foyers où la femme, effectivement, très gentiment, va s'acheter une parure de lingerie et rentre très sympathiquement à la maison en disant à son mari « Regarde, je me suis acheté une jolie petite parure que je ne t'ai pas oubliée », mais bon, les valeurs ne sont pas les mêmes, la valeur du panier n'est pas la même pour l'achat féminin et l'achat masculin. L'avenir de l'homme, c'est la femme, et l'avenir de la lingerie serait l'homme. Quel curieux paradoxe. Alors qu'allons-nous porter demain? Brouillant un peu les pistes, les dessous s'affichent. La technologie autorise les formes les plus étonnantes, sans couture, push-up. Certains collants remontent les fesses, tandis qu'un soutien-gorge avec des tétons moulés fait croire à son inexistence. Pourtant, la femme portera toujours sa part de mystère. Chacune a quelque chose d'irremplaçable et les dessous s'inscrivent dans cette unicité. Si on regarde l'avenir, je pense qu'il y a deux pôles de développement de la lingerie. Une lingerie haut de gamme, si ce n'est luxueuse, mais il y a aussi une lingerie, je vais dire, de technologie de pointe. C'est-à-dire qu'on ira dans les années à venir vers des formes moulées, vers des pièces qui n'ont plus aucune couture et qui seront donc peut-être décoratives, ça je ne le sais pas, mais en tout cas d'une fonctionnalité, d'une technologie et sans doute d'un confort, d'une légèreté, etc. absolue, comme on n'en a jamais connu jusqu'à maintenant. Tout le monde voudrait tendre vers le luxe parce que finalement, on se rend compte qu'on a des produits qui sont chers, qui sont à un niveau de gamme élevé et que finalement, on perdure toujours. Donc, moi, je pense que le luxe a toujours un bel avenir devant soi, quoi. On doit être au top partout. On n'a pas de choix. Moi, je pense qu'il y a toujours une clientèle. Il y a toujours des gens qui aiment la beauté et la qualité. Mon article maintenant était sous presse et je redevenais un simple consommateur. J'avais besoin de souffler, mais comment résister à l'envie de se rendre dans ce lieu qu'un ami, un esthète, avait qualifié de magique? Sous ce dôme aux 1000 motifs, Françaises et étrangères se croisent dans le plus vaste espace au monde dédié à la vente de dessous.
Flânant au milieu des rayons, à l'affût de la pièce rare, j'en profitais pour assouvir une dernière fois ma curiosité sur les pratiques de mes contemporaines. Je suis assez classique, donc j'aime bien le blanc, j'aime bien le noir, mais actuellement les motifs, les couleurs qui me plaisent bien, c'est les tons un peu parme, un peu bordeaux, un peu violet, enfin voilà. Moi j'aime beaucoup les petites fantaisies en fait qu'il y a sur les lingeries. C'est vrai que ça fait rêver. C'est féminin, encore une fois, ça fait une femme. La lingerie, c'est comme le parfum. Et si la lingerie était une histoire? Celle d'un choix dans une boutique? La réaction qu'elle provoque? Le souvenir qu'elle laisse? Non, il n'y a que des souvenirs heureux dans la lingerie. Non, non. Ou alors peut-être le rêve de la porter à nouveau. Et du rêve et de la poésie, oui. Si j'en savais plus sur ce qu'elles aimaient porter, par contre, sur leurs petits secrets de séductrice, il me faudrait sans doute encore galoper. Et les hommes dans tout cela? Sont-ils les victimes passives d'une farce dont ils ignorent les ingrédients? Je m'imaginais plutôt en cobayes plus ou moins consentants, sur lesquels les femmes expérimenteraient le pouvoir évocateur de tel ou tel assemblage. Je me délectais à penser que leur plaisir de dévoiler était à la hauteur de l'émoi provoqué. Difficile finalement de savoir qui était le maître du jeu.